Early on when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. Israel is our ally, and we will protect Israel. More importantly, though, we should be keeping our nuclear arsenal out of the hands of Iran, which is why I've called consistently for sanctions. The Zionist movement was something that I related to and connected to. Pour que l'argent arrive en masse dans les coffres d'un représentant ou d'un sénateur, il faut qu'ils soutiennent les positions du lobby. C'est leur principale source d'influence, l'argent. Et ce gouvernement est inondé d'argent, sans doute plus que tout autre gouvernement dans l'histoire américaine. On devrait faire un livre montrant toutes les interventions, les ingérences, les petits complots auxquels Israël participe dans l'ensemble de la planète, dans un rôle d'agent des États-Unis, en même temps avec toute une série d'initiatives pour ses propres intérêts. Donc, on devrait vraiment écrire là-dessus et documenter, que les gens se rendent compte que vraiment c'est une sorte de sous-impérialisme qui apporte vraiment des dangers partout où il intervient. America and Israel have a special friendship. You have devoted yourselves to strengthening the bonds between the United States and Israel. The United States will stand with Israel now and forever. Israel is in this nation's national interests. My friends, there will always be an Israel. We need you now more than ever. L'Amérique verse chaque année une aide de 3 milliards de dollars à Israël. Elle oppose son veto aux résolutions de l'ONU qui sont contraires à l'intérêt de l'État hébreu et lui assure un appui militaire et logistique permanent. Un tel soutien est notamment le fruit du travail de lobbying de l'EPAC. Dans le cas du Maghreb, oui, c'est un alignement qui est dangereux. Ce rapprochement et ces traités, ces accords qui sont conclus maintenant entre le Maroc et Israël, c'est pas nouveau évidemment. Dans l'émission avec Ahmed Ben Sada, il a très bien éclairé que c'est pratiquement depuis le début, puisque on a des livres et aussi des révélations même du côté israélien qui ont indiqué que le flirt, l'histoire d'amour entre le régime marocain et le régime sioniste, c'est très vieux, puisque Hassan II a fait appel, a été aidé par les Israéliens pour kidnapper et assassiner l'opposant Ben Barka en 1965. Mais le fait est que cette recomposition a permis à Israël un repositionnement actuel, et ce repositionnement, ils le font à travers le Maroc. Et on sait comment Israël a géré les relations internationales, c'est beaucoup d'agressivité, c'est maintenir sa domination, c'est écraser, c'est y compris au niveau de ce que l'on peut appeler ses partenaires de l'espace occidental. Et donc ces déclarations hostiles, vous prenez l'espionnage de Pegasus avec une technologie israélienne, vous prenez l'ensemble de ces éléments, font ils acceptent d'être une plateforme de déstabilisation vis-à-vis de l'Algérie. Ils jouent le jeu des recompositions parce qu'ils le font historiquement depuis très longtemps. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ça n'a jamais donné de résultats efficaces. En 1963, l'Algérie est indépendante. Donc, il y a une espèce de continuité dans le cynisme. Et ce qui est extrêmement plus grave, ils introduisent une puissance qui vient avec une vision que l'on connaît en Afrique pour assurer une domination. Donc, Israël est là avec un repositionnement à travers le Maroc. Et puis pour maintenir en Afrique cette hiérarchisation. Alors ils viennent bousculer un ordre établi, puisqu'il y avait déjà d'autres puissances, notamment la France. Et donc c'est des actes extrêmement graves. Pour les professeurs Walt et Mearsheimer, ce lobby a un moyen de pression très efficace sur tous les candidats aux élections américaines. L'EPAC rencontre tous les candidats et leur demande de signer un papier dans lequel ils prennent position sur le Moyen-Orient.
Ensuite, les membres de l'EPAC donnent des indications au comité qui finance les campagnes électorales. Ils leur disent « ce candidat-là est de notre côté, cet autre par contre n'est pas sûr, donc donnez votre argent à celui-ci et pas à l'autre ». L'EPAC entretient aussi des relations étroites avec les membres du Congrès, une fois qu'ils sont élus. Sur les tables, des dépliants désignent le président iranien comme l'ennemi numéro 1 d'Israël et des États-Unis. Pour un événement régional, ce dîner attire tout de même 1600 supporters, avec de nombreuses personnalités, 5 ambassadeurs étrangers, des dizaines d'élus locaux et des membres du Congrès. La soirée se clôt par les hymnes américains et israéliens repris en chœur par la salle. Ce lobby n'est pas le seul à encourager une politique musclée des États-Unis au Moyen-Orient. Les lobbies du pétrole et de l'armement poussent dans le même sens. Donc c'est vieux, ça s'est poursuivi, puisque Hassan II avait des rues et des places et des avenues et même un timbre-poste en Israël. Donc en Israël, on savait très très bien que c'était un agent, un allié très précieux d'Israël. Et malheureusement, cette histoire se renforce avec Mohamed VI. Et je pense qu'il faut comprendre que si Mohamed VI collabore à ce point avec Israël, ce qui est à l'encontre de toutes les convictions du peuple marocain, qui, comme tous les autres peuples arabes et musulmans, défilent régulièrement quand Israël agresse la Palestine et démontre sa solidarité, ben voilà, on a un régime qui pense et agit exactement le contraire de sa population. C'est quand même la définition d'un régime qui n'est pas démocratique. Et là, on voit bien que Mohamed VI collabore avec Israël, aide Israël, risque de laisser Israël provoquer des conflits régionaux, avec les États-Unis bien entendu, tout ça dans cette stratégie de diviser la région et d'affaiblir ceux qui résistent aux États-Unis, à l'Europe, à Israël. Et je pense que si Mohamed VI fait ça, c'est parce qu'il sait que son régime, au fond, est faible. Vous savez, il y a énormément de prisonniers politiques, il y a énormément de journalistes qui sont en prison, il y a des pratiques de torture, et on reçoit énormément de témoignages là-dessus. Et si ça se passe, c'est parce que le régime marocain est profondément injuste à l'intérieur. Vous avez un très grand appauvrissement de la population qui touche particulièrement les femmes, et vous avez de l'autre côté des richesses très importantes, à commencer par celle du roi et de sa cour, bien entendu, qui s'approprient les richesses, je pense au phosphate, je pense à la pêche, je pense aux différentes richesses et au travail de tous les Marocains. Ça devrait être un pays prospère, ça devrait être un pays où la pauvreté est en élimination, mais pas du tout. Et donc, quand un régime a comme ça des raisons d'être détesté de sa population, il a besoin de parrains, de protecteurs étrangers, les États-Unis, la France, Israël, et il a besoin de faire diversion, il a besoin de boucs émissaires et de dire voilà, si on a des problèmes, c'est à cause du Sahara occidental, c'est à cause de l'Algérie, c'est à cause des pays qui nous entourent, c'est pas notre faute, mais en réalité, ce sont des diversions qui veulent dresser en fait la population du Maroc contre de faux ennemis. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators, took the incubators and left the children to die on the cold floor. The U.S. public is outraged. The result? Support for land war zooms. It's a turning point. Desert Storm is launched. 135,000 Iraqis are killed. An estimated 1 million Iraqis, many of them children and old people, then die as a result of 10 years of sanctions. One small problem. There never were any incubator baby deaths. Not one. The Canadian Broadcasting Corporation's investigative flagship program, The Fifth Estate,
reveals the girl to be the Kuwaiti ambassador's daughter, given her lines and coached in acting by the giant American PR firm Hill & Knowlton. It's one phase in a $10 million joint U.S.-Kuwaiti campaign of deception. This man is lying. I myself buried 14 newborn babies that had been taken from their incubators. This man is lying. And they had kids in incubators, and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled. There were a lot of people who participated in a conspiracy. Yes, an out-and-out conspiracy of fake organizations, false documents, fraud, and disinformation. So, if a new man named Bush is in the White House and helps engineer a brazen deception in order to achieve global geopolitical goals, as well as domestic and personal ones, it wouldn't be a first, would it? And I tried hard to be proud of my service, but all I could feel was shame. And racism could no longer mask the reality of the occupation. These were people, these were human beings. I've since been plagued by guilt anytime I see an elderly man, like the one who couldn't walk, who he rolled onto a stretcher and told the Iraqi police to take him away. I feel guilt anytime I see a mother with her children, like the one who cried hysterically and screamed that we are worse than Saddam as we forced her from her home. I feel guilt anytime I see a young girl, like the one I grabbed by the arm and dragged into the street. We were told we were fighting terrorists. The real terrorist was me, and the real terrorism is this occupation. Racism within the military has long been an important tool to justify the destruction and occupation of another country. It has long been used to justify the killing, subjugation, and torture of another people. Racism is a vital weapon employed by this government. It is a more important weapon than a rifle, a tank, a bomber, or a battleship. It is more destructive than an artillery shell, or a bunker buster, or a Tomahawk missile. While those weapons are created and owned by this government, they are harmless without people willing to use them. Those who send us to war do not have to pull a trigger or lob a mortar round. They do not have to fight the war, they merely have to sell the war. They need a public who is willing to send their soldiers into harm's way. They need soldiers who are willing to kill and be killed without question. They can spend millions on a single bomb, but that bomb only becomes a weapon when the ranks of the military are willing to follow orders to use it. They can send every last soldier anywhere on earth, but there will only be a war if soldiers are willing to fight. And the ruling class, the billionaires who profit from human suffering, care only about expanding their wealth, controlling the world economy. Understand that their power lies only in their ability to convince us that war, oppression, and exploitation is in our interest. They understand that their wealth is dependent on their ability to convince the working class to die to control the market of another country. And convincing us to kill and die is based on their ability to make us think that we are somehow superior. Soldiers, sailors, Marines, airmen have nothing to gain from this occupation. The vast majority of people living in the U.S. have nothing to gain from this occupation. In fact, not only do we have nothing to gain, but we suffer more because of it. We lose limbs, endure trauma, and give our lives. Our families have to watch flag-draped coffins lowered into the earth. Millions in this country without health care, jobs, or access to education must watch this government squander over $450 million a day on this occupation. Poor and working people in this country are sent to kill poor and working people in another country to make the rich richer. And without racism, soldiers would realize that they have more in common with the Iraqi people than they do with the billionaires who send us to war. I threw families onto the street in Iraq, only to come home and find families thrown onto the street in this country, in this tragic and unnecessary foreclosure crisis. We need to wake up and realize that our real enemies are not in some distant land. They're not people whose names we don't know and cultures we don't understand. The enemy is people we know very well and people we can identify.
The enemy is a system that wages war when it's profitable. The enemy is the CEOs who lay us off from our jobs when it's profitable. It's the insurance companies who deny us health care when it's profitable. It's the banks who take away our homes when it's profitable. Our enemy is not 5,000 miles away. They are right here at home. If we organize and fight with our sisters and brothers, we can stop this war, we can stop this government, and we can create a better world.